Akela Rebelle. Portrait sensible. Un podcast réalisé par Fabien Eck. En direct de la 79e édition du Festival d'Avignon, à nouveau arpenter la ville, à la recherche de l'essentiel des mots tus, des disparus, des oubliés, d'une certaine idée de la justice, du beau et du bien, puisque c'est tellement mieux que tout, me disait mon ami le cinéaste polonais Andrzej Żuławski, réalisateur de L'importance est d'aimer. Roberto Zucco, de Bernard-Marie Coltès, a été mis en scène par Rose Noël. Et c'était certainement le spectacle le plus sulfureux de ce dernier festival. C'est le collectif 13 qui est présent pour ce spectacle et qui est accompagné entre autres par 3 comédiens qui ont pu se libérer et être présents pour cet entretien. Alors il y avait Laurence Côte, Suzanne Dautieux et l'incroyable Alex Grandberger qui joue Roberto Zucco. Alors je vous rappelle un peu le pitch de Roberto Zucco. Une nuit, Roberto Zucco s'évade de la prison dans laquelle il a été incarcéré pour le meurtre de son père. Il va alors mener une cavale délirante où il y fera plusieurs rencontres, toutes illustratrices de la quête d'identité de l'homme. Alors qu'il est sans cesse traqué par des inspecteurs, son visage d'ange ne fera qu'intriguer. Comment un garçon si beau peut-il agir ainsi ? Inspiré du véritable fait divers, Roberto Zucco parle de la violence qui dort en chacun de nous et questionne notre propre rapport à celle-ci. Qui sommes-nous ? Quelle place trouver dans notre société ? Quelle est notre part de liberté ? Comment répondre à notre soif de désir ? Les mots de Coltès tentent d'y répondre. Cette histoire est une épopée que le personnage de Zucco, ainsi que ses rencontres, traversent avec violence, poésie, peur et désir. À la fin de notre rencontre avec la metteuse en scène et les comédiens, eh bien, vous pourrez aussi découvrir un autre portrait sensible avec 2 artistes, le groupe Bivio, puisque ce groupe accompagne le spectacle. Alors, êtes-vous prêts à plonger dans cet été sans fin ? Akela Rebelle vous dit bonjour ou bonsoir et vous souhaite la bienvenue. Qui s'aime, qui s'en veut, qui sait, qui sait. À qui j'en veux, qui en veut, à qui veut en vouloir aux deux. Un bel ego, ça. Le bel ego va. Un bonigo, toi. Un bonigo, moi. À qui s'en veut de nous, de seul, d'un seul voué. À ligoter les loulous qui se lavent entre eux. Qui démarre au carré, qui sait seul pour tout ce qu'il peut. Et voudrait avoir mais que comme des dieux. Des dieux. Des dieux. Un bel ego, ça. Le bel ego va. Un bonigo, toi. Un bonigo, moi. Moi. Toi. Les menottes à nous deux, qu'à qui veut bien qui veut. Lui qui en veut à nous deux. Qui voulons quoi ? Qui voulons qui ? Qui voulons quoi ? Qui voulons qui ? Qui voulons ? Qui voulons ? Qui voulons ? Qui voulons ? Ah, je ne sais quoi en marge de nos débats. Un petit mot sorti de toi qui
essoucherait les racines du mystère, pousserait les pleurs à sortir de nos chairs et vaincrait cette chimère qui demeure en nos cœurs. Un bel ego, ça, le bel ego va, un bonigo, toi, un bonigo, moi, un bel ego, ça, le bel ego va, un bonigo, moi, le bonigo. Je suis pas stressée en vrai. Très bien. Alors, attends, Rose. Hop là. Rose. Mais c'est fou ça quand même, parce que je te trouve très jeune. Bon, enfin bon, on n'a pas... Enfin, Tu veux que j'essaye de parler dans le micro? Je crois que ça marche. c'est bon là, ouais, c'est bon, Je c'est vois parti. le petit Voilà. verre monter. Bon. Alors, nous sommes en direct du théâtre du Girasol. 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 Oui. C'est la rue qui s'appelle comme ça ou c'est le théâtre Non, qui c'est s'appelle... rue Guillaume Puy, ça s'appelle Ouais, le donc- Girasol. Oui, ça depuis toujours. C'est quoi un girasol ou Non, il n'y a pas Alors, de... Vraiment, je Attention, ne sais Rose, pas là, du tout. attention, Je ne non. sais pas Bon, du il faudra tout qu'on pourquoi mène ça nos- s'appelle le théâtre du Girasol, très honnêtement. qu'on mette notre enquête là pour savoir. Donc je me retrouve au théâtre du Girasol pour Roberto Zucco avec une mise en scène de Rose Noël. Alors j'ai de la chance parce que autour de moi, autour de la table, on va commencer par les femmes. Alors il y a Laurence Côte qui est sur ma gauche. Bonjour Laurence. On a Suzanne Dautieux, voilà, je ne me trompe pas. Et puis on a l'acrobate Axel Grandberger, voilà, qui joue le rôle de Roberto Zucco. Suzanne donc joue le rôle de la sœur, la gamine. Et puis Laurence, la mère de Roberto Zucco. Voilà. Alors on se trouve avec Rose Noël et je suis très content de la retrouver parce que dans mes souvenirs, je me disais bien que son visage me disait quelque chose parce que j'étais là en 2018. Je venais d'arriver de Normandie. Et le soir même, à 22h quelque chose, je me souviens que c'était déjà la nuit. Et je me souviens que alors c'est chouette parce que c'est toi qui signes les deux mêmes mises en scène. Et parce que j'adore ça. Et ça avait commencé alors que tout le monde était en train de discuter. Tout le monde attendait de rentrer dans la salle. Tout le monde attendait, parlait, buvait un coup et tout ça. Et d'un seul coup, boum, la pièce commençait comme ça. Oui, ça a commencé en effet à l'extérieur. C'était à la Fabrique Théâtre à l'époque. Mais c'est ça qui est chouette avec ce début de spectacle, c'est qu'il est hyper hybride en fonction des lieux où on joue, en fonction des lieux qui nous accueillent. Pardon. On change ce début pour aussi s'inscrire dans les lieux qui nous reçoivent, les marquer différemment, puis ça fait évoluer le spectacle et ça fait vivre les lieux à chaque fois. La Fabrique, c'était possible. Ici, ça l'était moins pour l'horaire. Donc on a décidé de faire une entrée autrement. D'accord, mais par Voilà. contre, on perd quelque chose, mais on gagne autre chose, si je puis dire. C'est qu'il y a un groupe qui nous accueille, composé d'une chanteuse qui est au violoncelle électrique. Exactement, Voilà, violoncelle électrique. Donc c'est super chouette avec un guitariste qui est là. Et du coup, on a l'impression qu'il y a une soirée là, qu'on Exactement. assiste à un concert, alors quelques spectateurs restaient un peu plus longtemps sur le plateau, ce qui était pas mal d'ailleurs, parce que du coup, on savait pas trop ce qui allait se passer. Il y en a bien sagement qui montaient déjà à se mettre à leur place, mais c'était pas mal parce que du coup, il y a une scène qui dure que peu de temps, mais qui est très très forte. C'est Roberto Zucco et la gamine qui dansent et qui se tournent autour. Bon, ça dure l'espace de 2 minutes, mais en tout cas, ça met quelque chose de très très fort tout de suite, avant qu'on aille à la recherche de Roberto Zucco qui vient de s'évader. Alors, Rose Noël, Rose, comment est venu ce désir de théâtre dans l'enfance ? Est-ce que tu viens d'un milieu, où la culture était présente ? Comment on en vient ? On est obligé d'aller vite, malheureusement. Bien sûr, Je prendrai pas plus de problème. temps avec Laurence tout à l'heure, mais comment on en vient à avoir ce désir de théâtre qui devient plus important que les mathématiques ? La géométrie. Je ne viens pas du tout d'une famille de théâtreux. Ma maman est artiste, mais elle fait pas du tout ce milieu. Elle est dans la mode. Mon papa fait pas du tout ça, mais mes petites, 4 ans, j'ai été mise au théâtre par mes parents parce que j'étais un peu turbulente. Donc ils se sont dit que ça allait être plutôt C'est une intéressant bonne ça, idée. il faut en parler absolument autour de soi, je veux dire même au niveau des Oui. ministères, de dire que pour calmer les enfants, mettez-les au théâtre. Bon, en tout cas, je pense que ça a été très vite un bon exutoire. Et puis très vite, j'ai dit que je voulais être comédienne, que je voulais faire du théâtre.
Je passais devant la Comédie Française en disant regarde étais maman, parisienne, ça alors. sera ma future maison. Tu étais parisienne alors. Je suis parisienne, alors je suis d'origine italienne, de Calabre, d'où Roberto Zucco, d'où aussi l'empreinte très italienne de ma mise en scène, notre spectacle, en tout cas notre interprétation. Mais oui, je suis née à Paris et du coup, voilà, j'ai commencé très tôt, puis ça m'a jamais lâché. Et puis quand j'étais au cours Florent, on m'a beaucoup demandé de regarder les scènes des autres plutôt que de participer ou d'être réplique. Je me suis très vite dit que la direction d'acteur, c'était quelque chose qui m'intéressait, en tout cas qui me fascinait. Et donc j'ai monté Zucco en fin de cursus, fin de mon premier cursus de mes nombreuses études. C'était quelle année ça? C'était 2017. D'accord. 2017. Donc finalement, ce qu'on a vu en 2018, c'était déjà une fin de... C'était, ouais, il me restait encore un an. Il nous restait d'ailleurs parfois toute... C'était la même équipe là, hein. C'était la même équipe, sauf Laurence, sauf Suzanne. D'accord. Et le frère aussi qui a changé. Mais sinon, c'est la même équipe qui a été quand même rejointe par une équipe artistique à la scénographie, à la lumière, au son et au costume. Ce qu'il n'y avait pas du tout à l'époque parce qu'on faisait tout nous-mêmes. Enfin, je faisais tout moi-même. Je suis bien mieux entourée. Et le spectacle... C'est pas rien quand on sort de l'école, s'attaquer à... C'est quand même un monument du théâtre. Bernard-Marie Coltès, quelle écriture! Voilà, comment on a ce désir un peu coup de folie, de se dire allez, on le fait. C'est vrai. Je cherchais au cours Florent, on a une possibilité, c'est de faire un travail de fin d'études, ça s'appelle un TFE. Moi j'avais très très envie d'en faire un quoi qu'il arrive, et puis j'étais en terrasse d'un café, j'avais Roberto Zucco dans mon sac, je l'ai sorti, je l'ai lu, et puis à la lecture je me suis très vite reconnue dans beaucoup de personnages, dans ce que ça racontait, puis je me suis dit que j'avais vraiment pas une vie très exceptionnelle. Donc si ça me touchait moi, ça voulait dire que ça pouvait toucher plein de gens. Et puis très vite, j'ai aussi appris que c'était un vrai tueur en série, Roberto Zucco, italien. Ce que je disais, comme je suis italienne, voilà, j'en ai parlé un peu. C'est beaucoup plus ancré en Italie, ce fait divers qu'en France, malgré le fait qu'il ait fait sa cavale en France. Donc je me suis dit que ça serait le bon moyen de parler du monde, de parler d'enfermement. C'est des sujets qui me touchaient à l'époque, qui me touchent encore plus aujourd'hui, qui sont malheureusement très modernes. Est-ce qu'il y a une phrase qui te, plus que tout, qui te reste en mémoire Je dis tout le temps la même réplique. Ah bon, c'est vrai? Oui, parce qu'il y a une réplique qui me bouleverse, qui est je pleure sans raison à des heures régulières pour prendre de l'avance et maintenant tu ne me verras plus jamais pleurer, j'ai pris beaucoup d'avance. Je me suis tourné vers mon fils qui était sur ma gauche et je l'ai vu sourire. Enfin, cette phrase a dû le marquer aussi lui pendant la pièce. Ouais. Alors dans la famille Roberto Zucco, on va passer tout de suite le micro à la maman. À Laurence. Alors comment vous êtes-vous rencontrés toutes les deux? Il se passe que Rose était mon élève au cours Florent. Ouh là 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 là. Et ça a commencé comme ça en fait. Moi je l'ai eu en stage d'accès, parce qu'à Florent on fait des stages d'accès. Donc je me souviens vraiment de Rose avec une grande jupe brillante. Et à l'époque je travaillais sur le songe d'une nuit d'été parce que je trouve que c'est une pièce qui est bien pour des jeunes stagiaires. Et je lui ai dit, tu vas jouer Titania. Voilà, ça a commencé comme ça. C'est quoi le rôle de Titania? C'est la reine des elfes dans la forêt. Avec sa longue robe, donc ça lui allait comme un gant. Sa prestance, elle était très jeune, elle avait 16 ans, mais je trouvais qu'elle avait déjà un port de reine. Voilà. Et voilà, et après, à l'époque, ils ne choisissaient pas leur prof de première année, mais ça a été génial. Elle a continué en première année avec moi, mais 2 ans plus tard, parce qu'elle était encore au lycée à l'époque du stage. Donc ça a commencé comme ça, et puis très vite, Rose, elle avait déjà très vite ses envies de monter des pièces. De toute façon, elle savait très bien ce qu'elle voulait faire et tout ça. Après, elle a fait la classe libre, donc voilà, elle a fait sa vie, puis l'ESCA. Et on a déjà joué ensemble, du coup, il y a 2 ans, où je jouais déjà la maman d'Axel dans Tiana, qui était une œuvre autour de Per Gunt. Et moi, je lui ai dit, si jamais tu remontes Roberto Zucco, tu penses à moi pour la mère. Elle a rigolé, elle a dit oui bien sûr, mais sache que moi je n'abandonne jamais mes acteurs, donc pour l'instant c'est Sixtine qui joue le rôle de la mère, qui l'a joué en 2018, mais si jamais pour X raison elle ne pouvait pas, bien sûr je penserai à toi. Et elle m'a appelé en janvier pour me dire Sixtine ne peut pas faire le projet, est-ce que tu veux toujours faire la mère? J'ai dit oui à fond, voilà. Mais quelle histoire. Allez, le micro pour Suzanne. Ce qui est pas mal, comme Léonard Cohen qui t'a écrit une chanson spécialement pour toi, c'est pas mal. Alors comment se passe cette rencontre avec Rose? Cette rencontre, elle se passe à l'ESCA. Il faut que tu fasses comme ça, comme Michel Drucker. Ah, comme ça? Ouais, là, comme ça. Excellent, ouais. Michel Drucker.
Elle se passe à l'ESCA, parce que moi je suis en première année à l'école à Asnières, et l'année dernière j'ai passé l'ESCA, et le deuxième tour c'était Rose, mon apparitrice, et en gros elle a vu ma scène, et je suis arrivée avec mon gros piano là sous le bras, j'étais toute stressée, et elle m'a vue, et je crois qu'elle a bien aimé si elle m'a choisie pour jouer la gamine. Et elle m'a proposé le projet parce que l'actrice Mélie Torel, elle n'était pas disponible sur ces dates-là. Donc Rose, elle cherchait une actrice pour 2 semaines. Et donc on était dans la cuisine de l'ESCA. Je m'en souviens très bien à la ZAC. On m'avait un peu spoilé que Rose, elle s'intéressait à mon profil pour la gamine, mais j'avais pas trop cru. Et donc on était dans la cuisine et elle m'a pris entre 4 yeux et j'étais très surprise et très heureuse. Qu'est-ce que c'est que de s'attaquer est-ce que Bernard-Marie Coltès, dans ton parcours de jeune comédienne, est-ce que ça fait partie des auteurs qui comptaient, parce qu'il y avait forcément des espèces de sensibilité, de choses perméables entre une langue et puis son fort intérieur. Alors est-ce que Roberto, en tout cas Bernard-Marie Coltès te touchait En fait, cette pièce, en première année à Florent, on fait des parcours de rôle. Donc on traverse 20 minutes d'une pièce qu'on choisit. Et j'avais un copain qui avait fait Roberto Zucco. Et il avait choisi une de mes meilleures copines pour le rôle de la gamine. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rôle. Et elle le faisait trop bien. Elle était trop... c'est quoi le mot ? Elle était impertinente. Bref, elle m'a beaucoup marquée. C'est un peu comme ça que je suis tombée d'amour, d'amitié pour cette fille. Je l'ai trouvée superbe. Et après, quand on a essayé de la monter, justement, de base, on voulait la monter en travail de fin d'études. Et moi, j'avais été castée dans La Sœur. Mais en vrai, j'étais beaucoup plus touchée par la gamine. Du coup, non. Oui, excuse-moi, je me suis trompé tout à l'heure. Effectivement, il y a la sœur de Roberto Zucco et donc la gamine. Tout à fait, ouais. Ouais, la gamine, franchement, c'est ce que je dis un peu à tout le monde là, mais de commencer à Avignon, moi, c'est mon premier festival avec un rôle. J'ai pas trop de mots, mais en tant que jeune fille, je crois que c'est un cadeau de jouer un rôle. Est-ce que enfant, tu te cachais sous la table ? Est-ce que je me cachais derrière ma sœur, je pense. Ouais. Je me cachais à la boulangerie pour. Dans la pièce, on se cache sous une table. Ouais, mais on y sort aussi de la table. On y sort pour faire des bêtises, pour s'amuser, pour se brûler les ailes, mais on y sort beaucoup. Bon, alors on va pas donner le micro tout de suite à Axel, qui est un peu le mélange de. Je me suis dit, parce que c'est vrai qu'il y a des comédiens comme ça, on les voit jouer une fois, et on n'oublie pas. En 2018, ça fait un petit bout de temps maintenant. Et c'est vrai que j'avais le souvenir de lui, donc quand j'ai vu, j'ai dit c'est lui, c'est dingue. Il y avait ce Back to the Future, et il y a un côté un peu entre Alain Delon et je pensais à Iggy Pop et peut-être Klaus Kinski aussi. Ouais, ça serait pas mal, un check-up de tout ça, quoi. J'espère pas avoir le même caractère que Klaus Kinski parce que il finissait pas très bien ses tournages en tout cas à chaque fois. Que Werner Herzog a eu quelques soucis avec lui. Ouais. Mais en tout cas, alors ce qui est extraordinaire aussi, alors donc toi comment tu arrives sur le projet, et puis après on posera la question de l'italien, parce qu'on a l'impression que tu es vraiment italien. Et alors tu vas dire ce qu'il en est par rapport à ça, mais en tout cas voilà. Alors déjà votre rencontre, parce qu'on retourne en 2018 là pour le coup, voilà, cette rencontre avec Rose. Alors vous avez 2 heures devant vous ou ça va ? Mais on a bien plus que ça. Ah ok, non mais ouais. je vais la faire courte. Ouais. Alors déjà moi et Rose, on s'est rencontrés à l'école au cours Florent. D'accord. Donc le gang le gang de Florent, exactement. Ouais, ouais. Et oui, on partage cette passion pour ce métier et on a à peu près, on va dire, les mêmes goûts. Et elle m'a beaucoup apporté parce que moi, comme je ne suis pas français et je ne suis pas italien, je suis d'origine suédoise, nordique. Incroyable. Alors moi, je suis venu en France il y a à peu près 10-11 ans et je connaissais pas beaucoup le théâtre. C'est-à-dire que pour entrer à cette école Cours Florent, tout le monde choisissait des monologues de Hamlet et tout ça. Et moi, je choisissais le monologue de Joker dans Batman, parce que c'était tout ce que je connaissais. Et non, Rose, elle m'a demandé de faire ce rôle. Mais quel Batman, du coup, c'est intéressant parce que avec Heath Ledger, le fameux monologue de Heath Ledger, incroyable, ouais. quand il est emprisonné, il y a Batman qui vient le rendre visite. Bref, moi je suis un grand fan de Heath Ledger et de tous ces acteurs-là, on va dire américains plutôt. Et je m'y connaissais vraiment pas beaucoup au théâtre, et c'est elle qui m'a vraiment qui a mis une lumière là-dessus et qui m'a montré ce que c'est aussi le théâtre en France. Moi je m'y connaissais pas, du coup Roberto Zucco, quand elle me l'a proposé, il me disait c'est un tueur en série et tout ça, et moi j'en avais un peu marre d'interpréter des rôles comme ça, on va dire. Et après elle est revenue avec une autre proposition, c'est qu'elle m'a raconté que ce garçon a vraiment existé. Et c'est là où ça m'a tilté, que moi j'aime bien faire des choses, on va dire des petites enquêtes sur des personnages qui ont vraiment existé. Et Roberto Zucco,
qui est un peu l'histoire avec Rose et moi. C'est comme Bernard-Marie Coltès, il a vu cette affiche de Roberto Succo, un avis de recherche dans le métro. Il est devenu fasciné par lui et il a écrit cette histoire de lui. Avec sa poésie qui est extrêmement brute et magnifique à mon goût. Et c'est un peu ce que Rose elle a fait avec moi. Et du coup, je me suis beaucoup intéressé sur Roberto Succo. Et on a fait un deal qu'on allait mettre aussi de la vérité de ce jeune garçon avec le texte de Coltès. C'est un peu un 50-50. Et du coup, les monologues que vous avez en italien, par exemple, ou cette fin aussi que je ne vais pas spoiler, c'est le vrai texte de ce que le garçon disait en Italie ou en France quand il était en cavale. Et du coup, je me sentais. Il y a des choses très proches de lui et de moi, et je trouve que c'est très universel, ces questionnements de l'enfermement, et du coup j'ai accepté. C'est aussi un cadeau d'acteur de jouer Roberto Zucco, on va pas se mentir. C'est kiffant, c'est dur, c'est très très dur, mais c'est kiffant. Ok. Rose, pour le rôle de la mère avec Laurence Côte, donc tu l'avais déjà. Alors qu'est-ce que tu as perçu d'elle, que tu pouvais percevoir d'elle, et que tu t'es dit, tiens, effectivement, avant, même si il y avait un désir de sa part qui avait été énoncé pour jouer ce rôle. Mais toi, que voyais-tu d'elle, et est-ce que tu avais envisagé même pas une seconde avoir la chance de pouvoir travailler avec elle de cette manière-là? Bah oui, Laurence, alors elle l'a dit très justement, on s'est rencontrés quand c'était ma professeure. Et puis voilà, on avait déjà travaillé ensemble sur Guintiana. Déjà, il y a eu un désir parce qu'on est devenus amis quand même, on ne s'est pas lâché. Elle ne m'a pas lâché surtout, elle m'a beaucoup accompagnée, Laurence. Et puis quand j'ai fait mon premier projet Guintiana et que je cherchais donc une mère pour Roberto Zucco, ça a été évident pour moi dans ma tête aussi par rapport à Axel. Je les ai beaucoup imaginés à deux, déjà physiquement je trouvais qu'ils se ressemblaient énormément. Et puis Laurence, quand nous on était professeurs, c'était une star, quoi. On regardait ses films, on regardait le film pour lequel elle avait un César. On l'admirait énormément, je l'admirais énormément, donc j'avais très envie. Et surtout, ça c'est bien, mais après il y a aussi il y a vraiment le dire, mais pour ce rôle-là, exactement. Alors, je ne souhaite pas à Laurence le même destin que la mère. Je lui vaux toutes ses qualités d'actrice pour la défendre, et j'espère ne pas imaginer quoi que ce soit du destin de la mère de Zucco et de lui prédire quoi que ce soit. Je pense vraiment que c'est parce que c'est une très très bonne actrice qu'elle plonge dans ce drame. C'est un rôle fort. C'est un rôle fort, puis c'est un rôle aussi. Il y a beaucoup de rôles. C'est un peu naze de dire ça, parce qu'il y a dans ce texte-là, il y a quand même beaucoup de rôles forts, quoi. Il y a beaucoup de rôles forts. Et puis la mère, elle représente aussi. Elle représente aussi. Mais cette mère de Zucco, elle a ce drame sur les épaules, ce que je dis que je ne vaux pas à Laurence, qui est vraiment l'actrice qu'elle est, et elle le défend avec brio pour cela aussi. C'est de rentrer dans un espèce de drame, une tragédie grecque. On a beaucoup parlé de ça avec Laurence. Et puis elle a cette puissance, Laurence, derrière son énorme sensibilité, qui nous bouleverse toutes et tous dans cette troupe. Qui réunit, c'est que d'un coup la voix qu'elle sort sur le plateau, on fait genre ah d'accord, très bien. Donc Laurence nous écrase toutes et tous, et puis elle a cette force. Moi, ce qui me touche beaucoup dans les acteurs et les actrices, et en particulier Laurence, c'est cette fêlure entre la force et la vulnérabilité. Et sur cette perdition d'une mère, c'est pas parce que Laurence est mère qu'elle sait très bien le jouer. C'est pas le sujet. C'est surtout parce que je pense qu'elle a des choses à dire. Et parce que je sens une nécessité chez elle d'être au plateau, d'être avec nous, d'être entourée. Ça s'est tellement bien passé sur notre première rencontre avec un groupe aussi similaire avec des acteurs en commun, que ça coulait de source pour moi de lui demander. J'avais surtout peur qu'elle dise non. C'était plutôt dans l'autre sens. On va demander à Laurence son rapport à cette pièce. Est-ce qu'elle peut-être elle l'avait déjà vu jouer il se passe que moi, quand j'ai commencé à donner des cours, Roberto Zucco, c'était un peu la pièce que tout le monde faisait. Et parce que il y avait comme ça, Coltès il était mort il n'y a pas si longtemps que ça à l'époque, hein, il était mort que depuis une vingtaine d'années, mais il restait magistral. Et puis ensuite après, il y a eu quelques années où ça s'est tué un peu. D'un coup, Coltès et Lagarce, tout ça, ils sont passés un peu. Il y a eu d'autres écrivains qui sont devenus. Voilà, c'est marrant parce que dans les cours, on voit vraiment tout d'un coup les pièces fétiches où tous les acteurs font une scène. Et là, je suis assez contente parce que voilà, je pense que tout d'un coup, il y a et dans la mise en scène de Rose, 10 ans plus, enfin pas 10 ans, mais quelques années plus tard,
il s'est écoulé quand même le MeToo entre-temps, donc il y a une lecture qu'a fait Rose de la pièce qui est différente de ce que moi je l'avais vue en 2018, pas ici, mais quand elle jouait à la Tempête, enfin à la cartoucherie. Et donc c'est une pièce qui quand même traverse, parce que c'est ça la difficulté des pièces, c'est comment elle traverse les nouvelles générations et le monde qui change, et c'est quand même l'histoire d'un tueur. Donc il fallait pas le glamouriser non plus. Enfin voilà, il y a tout un rapport et je trouve que Rose, elle amène aussi un nouveau rapport au texte qui est confronté à parce que la vie a changé en fait depuis que ça a été écrit et ça traverse comment bien. on met ces mots en bouche là, parce qu'il y a une espèce de rage de râle comme ça. Enfin, on voit qu'effectivement là, c'est pas une comédie. Enfin, je veux dire, surtout les rapports entre les deux, c'est pas le fils revient à la maison et ça va bien se passer. Tiens, il y a ton linge qui est là. En fait, Rose aussi, elle m'a dit, elle m'a vraiment donné la ligne. Elle me dit, tu lâches pas le regard de ton fils parce que si tu le lâches, tu meurs. Et jusqu'au bout, on a travaillé sur le fait que peut-être elle ne mourrait pas en fait. Et à la fin, elle s'abandonne et elle meurt. Et donc, il y avait ce truc animal entre nous que. Puis moi, j'adore jouer évidemment avec Axel parce que en l'occurrence, c'est moi qui parle beaucoup dans cette scène de tous les deux. Lui, il est plus en écoute à ce moment-là. Mais je sais qu'il est toujours là avec moi, quoi, en fait. Et donc, on se lâche pas du regard, un peu comme deux animaux qui sont prêts à... Et Rose m'a toujours dirigée, mais tu bouges pas et tu le perds pas des yeux, sinon tu meurs. Voilà, c'était sa direction. Et on va du pas coup, dire ce qui arrive, mais on va pas spoiler. vous couperez. Oui, on va couper. Mais voilà, c'était sa direction, c'était ça vraiment de ne le jamais perdre de vue et de pas vaquer dans nos occupations. Enfin, genre, je pourrais bouger on pourrait tout à fait le jouer en effet autrement. Et là, elle disait, tu le lâches pas des yeux, parce que si tu le lâches, voilà. Ok. Alors, Suzanne le retour. Donc le casting dit oui, c'est ça, il y a un casting qui est fait, voilà. Il n'y a même pas de choix. casting en vrai. Non. Il y a une rencontre inespérée, on va dire. Voilà, il y a une place qui se libère. Voilà. Et boum. Et boum. C'est pour toi. L'arrivée de C'est Suzanne. l'explosion. C'est un peu une explosion hein, quand on voit. Moi j'étais donc au début je suis resté sur le plateau avec les musiciens. Bon, puis après je me suis dit bon peut-être il faut que tu montes. Donc je suis monté. Et puis donc du coup je t'ai vu arriver, je t'ai vu danser. Enfin on parlait de boom là. Quand votre cœur fait boom, déjà il y a une énergie, il y a quelque chose d'une espèce de tempête qui commence à se mettre en route là sur le plateau là. Avant l'arrivée du fauve, peu de temps après, mais cette énergie, cette liberté comme ça, sur un texte qui est pas forcément évident au niveau d'une émancipation, hein, ça parle aussi de ça pour ce personnage-là. Alors comment ce texte on se l'approprie, et est-ce que c'était, donc tu l'as dit tout à l'heure, mais une icône déjà de jouer ce rôle-là, mais ça peut être effrayant. Comment toi tu te l'appropries et ta petite sauce à toi là? Déjà, je pense que je me l'approprie parce que je suis très très bien entourée. Rose, elle m'a fait énormément confiance. Non, mais ça joue parce que je suis une jeune. Je vais être émue, mais je suis très jeune. J'ai pas fait beaucoup de projets professionnels. J'arrive dans une troupe qui est déjà formée avec un texte qui est immense. Et donc, tu as envie d'être à la hauteur. J'avais envie d'être à la hauteur. Et en fait, il n'y a pas d'attente. Je vois, j'ai pas eu de pression en fait. Et Rose, elle m'a choisie pour des raisons qui lui sont propres. Et c'est nos secrets. Et moi, c'est surtout un cadeau pour moi, je pense, de jouer un personnage... un personnage qui se bat et qui est en même temps victime. Moi, ça me touche beaucoup. Et je pense qu'il faut réussir à pas trop non plus... comment expliquer ? Ce qui me touche vraiment, ce rôle, il y a un truc hyper... j'ai plein de secrets avec ce rôle qui sont pour moi, mais je pense que ce qui est important, c'est de faire entendre le texte. Et il y a des phrases que je dis que... Alors, est-ce que comme pour Rose, est-ce qu'il y aurait une phrase qui il y a une phrase que je dis, elle dit j'ai pleuré que je suis devenue une toute petite île au milieu de la mer et les dernières vagues sont en train de me noyer. Et après, elle dit j'ai souffert tellement que ma souffrance pourrait remplir les gouffres de la terre et déborder des volcans. Et je trouve ça magnifique parce que je trouve ça magnifique de faire exister la souffrance. Et que là, à ce moment-là, c'est une déclaration aussi. Il y a beaucoup de colère, mais c'est une déclaration à la vie, parce qu'en fait cette petite elle souffre, mais elle a la rage de vivre et de se défendre et de se rendre justice. Et j'ai l'impression, quand tu es une jeune fille et que tu découvres qu'en fait le monde
il peut te balayer. C'est trop important de compter sur soi et de se rendre justice soi-même. Et donc c'est un cadeau de défendre ce rôle, vraiment. Je suis trop heureuse de défendre ce rôle, de faire ce rôle en premier festival d'Avignon. Je suis trop heureuse. Donc je pense que si tu le remontes dans quelques années, la place va pas se libérer si facilement. Alors, Axel, Iggy Pop. Iggy Pop. I'm a Passenger. Ah non, ce serait pas mal ça, I'm a Passenger. Hein Ah oui, dans Blade Runner. Dans Blade Blade Runner, ouais. Du coup, cette découverte là, comme ça, alors donc d'un personnage, mais il y a de la langue dans ce texte-là. Et puis même l'italien, c'est une langue très tonique. Enfin, il y a quelque chose de très physique avec l'italien. Est-ce que c'est la même chose avec du suédois que tu viens, c'est ça? Suédois, exactement. Est-ce que alors ça n'a rien à voir. D'accord. Parce que le suédois c'est très germanique. D'accord. Et l'italien c'est très latin. Mais moi j'ai toujours été un amoureux de l'Italie, de la culture. J'ai envie d'aller vivre là-bas, j'ai envie d'aller faire ma vie là-bas, à Naples surtout. Mais c'est incroyable cette histoire. C'est l'endroit que je préfère au monde. Vous avez une boule de voyante avec toi ou pas quand tu l'as rencontrée parce que... Non, après je suis allé beaucoup avec Rose en Calabre et je suis tombé aussi amoureux de ces gens, ces gens tellement généreux qui n'ont pas beaucoup de choses mais ils ont envie que tu sois tellement bien accueilli. Et c'est un pays que j'adore en fait, c'est une culture surtout que j'adore qui est très loin de la mienne. Et du coup, t'es bilingue maintenant avec l'italien? Ah oui, absolument. Ah carrément, ouais. Bah, en même temps, quand on t'entend jouer, on sent bien que c'est pas juste quelques phrases apprises avec peur. Wikipédia. Oui, mais ça secondes, fait peur quoi. en fait quand on doit apprendre une langue pour un rôle parce qu'on n'a pas envie de passer pour un clochard qui dit juste mortadella, come sta et tout ça. Qui vraiment veut, et surtout avec le texte, encore une fois, Roberto Succo, c'était les mots qu'il disait. Alors pour moi, c'était important qu'on défende le personnage. Alors quand tu dis les mots qu'il disait, qui a pu attraper avec une épuisette là, ces vrais mots à lui? Bah ça, c'est, vraiment, c'est le travail que moi et Rose on a fait, mais aussi que surtout moi j'ai fait pour le rôle d'aller investir une investigation sur son passé. J'ai acheté une BD qui a été fait pour lui, qui a été fait sur lui. J'ai regardé. Fait entrer l'accusé, ouais. J'ai vraiment fait des recherches énormes pour savoir exactement d'où cette fascination de Coltès qu'il avait pour ce garçon. Et moi je trouve ce garçon fascinant et moi jouer des monstres ça me plaît énormément parce que c'est jouissif pour un acteur, c'est comme un Richard III, c'est comme un Macbeth. Moi j'adore jouer des rôles comme ça. Alors est-ce qu'il y a toi aussi une phrase là, qui te transperce le cœur ou je sais pas Moi j'aime bien la phrase, elle est beaucoup plus simple et moins poétique que Coltès. C'est juste je ne suis pas Roberto Zucco. Ce qui est très important de le dire. Et j'aime bien parce que c'est comme un acteur qui dit je ne suis pas ce rôle-là. Et c'est vous qui mettez ce rôle-là. C'est vous qui dites que je suis Roberto Zucco, mais moi je dis, si c'est en italien, non sono Roberto Zucco, ou je ne suis pas Roberto Zucco. Bah, même à un moment dans la pièce, quand on cherche à savoir qui tu es, qu'on te demande qui tu es, je sais pas, il y a 3-4 prénoms qui défilent. Il faut savoir que ces 3-4 prénoms, c'est des gens qu'on a mis dans cette pièce, c'est des vraies victimes de Roberto Zucco. Qu'on a, on va dire, voulu rendre hommage. Quand je dis Andreas Castillo, qui était le commissaire qui a été tué par Roberto à Toulon, et aussi ce lieu dont lequel Coltès s'est inspiré, qui s'appelle le Petit Chicago. Ce quartier, c'est un quartier qui a vraiment existé à Toulon, qui s'appelait le Petit Chicago. Et c'est pour ça que le quartier s'appelle comme ça dans la pièce. Quand vous rentrez dans ce théâtre-là, quand on ferme les portes, vous venez d'entrer dans le Petit Chicago. Bien. Laurence, on t'a pas demandé, j'ai oublié de te demander, toi, quelle est ta phrase dans ce texte-là? Est-ce moi qui t'ai accouché? Est-ce de moi que tu es sorti? Incroyable, ouais, c'est sûr. Hein. Ouais. Est-ce que parce que mine de rien, je pense à ça aussi. De toute façon, il y a déjà tout un flow. On sent qu'il y a une digue qui va céder là. Mais déjà les musiciens qui sont là, ils sont beaucoup aussi au niveau du rythme qui va, de l'intensité qui va s'opérer quoi. C'est un peu comme une partition. Hein, c'est oui. Chef d'orchestre là qui reprend le micro, Rose. Non mais alors quelqu'un veut répondre à la musique? Oui. Moi, je sais qu'en tout cas,
quand je rentre sur scène et de les savoir là avec moi, parce que je rentre, je suis toute seule, il y a eu la fiesta juste avant. Donc moi j'arrive, changement de décor, changement d'ambiance. Et ben, le fait qu'ils soient là, ça m'aide énormément de par leur présence physique parce qu'ils sont tout le temps avec nous, même quand ils jouent pas. Voilà, ça c'est déjà énorme. Et après... Très bien dit. Oui, bah déjà, Bivio, je les nomme quand même parce que c'est bien comme ça si jamais. Tu peux dire les deux prénoms. Alors c'est Natalia et Martin, leur groupe s'appelle Bivio, B-I-V-I-O. Et chantaient aussi. Alors ils sont français Alors Natalia est italienne. D'accord, parce qu'elle chante aussi magnifique aussi. Oui. Ouais, on était, dès le début, on est plongé là. Exactement. Martin est français. Ce sont deux amoureux qui vivent ensemble depuis 10 ans et donc maintenant ils habitent à Rome depuis 5 ans. Moi, je les ai rencontrés sur une place à Avignon pendant notre premier festival d'Avignon. Ils chantaient sur une place, sur la place de l'Horloge. Puis je suis allée les voir, je leur ai dit écoutez, vous chantez des musiques italiennes, tout ça, venez, on parade ensemble. C'est quelle série que tu me racontes parce qu'on a l'impression que c'est vrai. tout ça est une facilité déconcertante. Bah, voilà. Et puis en fait, il s'est trouvé que le hasard de la vie fait qu'on avait des amis en commun. Donc ils ont paradé avec nous. Et quand on l'a repris à Paris en 2019, je leur ai proposé de faire la création musicale. Et sonore qui a été accompagné maintenant par Matteo Esno et Tom Beauseigneur parce qu'ils sont quand même accompagnés par deux concepteurs son très très talentueux. Et puis l'idée c'était au-delà de la voix de Natalia et de Martin qui sont deux anges descendus sur terre pour enjoliver nos vies. Ils jouent du violoncelle électrique et la guitare et puis j'avais envie aussi que tout se fasse devant les gens. Mais j'ai vraiment essayé de réfléchir comme une spectatrice, quel spectacle j'aurais aimé voir. Et je pense que moi, quand c'est fait devant moi, je préfère toujours ça. Il n'y a vraiment rien qui sort de régie. Alors, ils ont évidemment tout créé à l'avance. Ils n'arrivent pas en impro pendant 2 heures, ou 1h25. Mais ils ont fait toute cette création dans ce rythme. Puis l'idée était aussi de resserrer. Puis l'idée était aussi vraiment de les personnifier, d'en faire les deux petits démons de Roberto Zucco. Qui soient là, qu'ils habitent sa tête, et puis qu'au fur et à mesure, en fait, les démons aillent dans la famille, puis qu'ils existent dans les scènes de la famille, parce qu'en fait, c'est la trace aussi qu'ils laissent dans la famille, notamment dans le deal, qui est la première scène où ils sont et elles sont là, alors que Zucco n'est pas dans la scène, alors qu'avant, il n'était présent que quand Zucco l'était. Désolée. Et pardon, madame. Et puis voilà, donc ils ont fait un travail exceptionnel aussi d'écoute avec le texte, ça répond au texte, ça le rythme. Voilà, je vole l'expression à Axel, mais c'est vraiment une tarentelle monstrueuse. Et puis ils avaient cette Italie dont j'avais besoin, dont on avait besoin aussi pour faire le lien, les tambours. Vraiment, moi en Calabre, les chants avec les tambours, c'est pendant les fêtes de Saint-Rocco, il y a ça dans la rue partout, où ils bénissent les maisons. Il y a 40 tambours qui se baladent dans la ville en criant, en chantant. Donc voilà, il y a une petite part de mes racines au plateau chaque soir. Et je crois que très égoïstement, ça me fait un peu de bien. Voilà. On est à Avignon, donc il y a aussi un côté marchandises. Il faut se vendre dans les rues d'Avignon, parce qu'il y a 1700 spectacles à peu près. Alors comment on organise cette farandole j'imagine que c'est moins agréable, enfin je ne sais pas si c'est agréable ou pas, en tout cas on va à la rencontre d'un public et comment on communique avec, tu disais, on parade. Donc, est-ce qu'il y a qu'est-ce qui a été établi? Je vais faire passer mon coup de gueule. Non, alors en fait, comment on organise une parade? Alors la parade, en effet, il y a un côté commercial. On va pas se mentir, il faut attirer les gens. Et en même temps, il faut pas leur mentir sur ce qu'on va leur vendre. Nous, l'idée, ça a toujours été de faire du bruit. On vient pas pour être discret. On vient pas pour passer par la petite porte. On vient défoncer la grande porte. Donc l'idée, ça a été d'organiser quelque chose qui fait du bruit avec de l'enceinte, de la musique italienne, tout ça, mais après aussi en essayant de convoquer les gens à un spectacle important, pas leur faire croire qu'on fait une énorme comédie sur Dalida, parce que sinon le choc serait un peu dur, je pense. Donc l'idée, ça pourrait être chouette, une chanson de Dalida dans le spectacle. Il y en a une, oui, voilà. C'est Bambino au début, ouais. Mais l'idée aussi, voilà, c'est de les attirer pour essayer de leur parler de choses. Peut-être aussi un public avignonnais qui n'irait pas forcément vers ce genre de théâtre ou vers ce sombre. On croise évidemment beaucoup de gens qui disent « je suis désolée, je suis un peu là pour rire » et vraiment je leur réponds toujours « mais je comprends tellement » parce qu'on a besoin de rire quand même dans cette société aujourd'hui. Moi je crois que je sais un peu moins bien faire ça. Je crois que j'aime bien faire pleurer les gens, mais bon, après ça, je paye un psy pour ça. Mais ça, c'est une phrase souvent, et je peux me la poser aussi par rapport à des choix ou pas par rapport à des gens qui on discute. Cette histoire de rire. Enfin, je crois surtout que l'important, et on le voit dans ce spectacle-là, c'est l'âme, quoi. Voilà. C'est notre âme qui, je me souviens
souviens de Krzysztof Kieślowski, le cinéaste qui avait été très ému parce qu'à la fin de La double vie de Véronique, une jeune spectatrice était venue le voir. Il lui avait dit « Je vous remercie parce que maintenant, désormais, je sais que j'ai une âme. » Bah, ça me bouleverse un peu. Non, mais oui, bah, je pense que en tout cas, moi, ma nécessité, elle est là. Elle est aussi de poser des questions, de réfléchir ensemble. Je pense qu'il ne faut pas créer de distance avec le public. Il ne faut surtout pas se mettre au-dessus de lui. On est ensemble. D'ailleurs, c'est dit beaucoup. Roberto Zucco fait partie de tout le monde. Mais je pense que nous aussi, en tant qu'artistes, il faut se mettre à l'égal du public qu'on essaye de recevoir. Moi, ce que je trouve hyper beau avec le théâtre, et particulièrement avec le Festival d'Avignon, ce qu'il y a beaucoup moins dans des exploitations parisiennes, c'est que dans la salle, on a beaucoup plus de milieux sociaux différents, on a beaucoup plus de gens qui ont des métiers différents. À Paris, on a quand même, ne nous mentons pas, énormément de gens qui vont au théâtre, qui ont déjà quelque chose avec la littérature, en tout cas, ou au théâtre. Au Festival d'Avignon, ce sont des gens qui viennent, qui payent des blindes leur billet de train. J'étais content parce que dans le public, il y avait beaucoup de jeunes. Oui, on en est très heureux aussi. C'est l'avenir. On est très heureux, mais en fait, on est très heureux. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'avoir des générations différentes. Je suis très heureuse d'avoir des milieux sociaux différents, des gens qui viennent de partout. En tout cas, moi, je fais ça pour ça. J'ai Élitaire pour tous, j'en parle beaucoup avec mes équipes. Je pense qu'il faut s'élever ensemble. Après voilà, pour revenir à la parade, c'est un peu compliqué parce que là la mairie a fait passer un arrêté, c'est mon coup de gueule, je le dis là, parce que nous n'avons plus le droit d'utiliser des amplificateurs dans la ville. D'accord. Donc il s'agit qu'on crie dans la rue pour essayer de nous faire entendre. Voilà, c'est un peu dur parce que nous, dès qu'on a mis la musique les premiers jours, chaque fois qu'on croisait des gens, personne nous a dit vous nous saoulez ou vous nous faites chier. Au contraire, les gens dansaient sur la musique avec nous, nous écoutaient. On est au Festival d'Avignon, c'est une fête, c'est joyeux. Alors, une histoire de décibels, peut-être, je l'entends, mais là, on n'a plus le droit. En tout cas, il y a un arrêté qui est passé. Voilà, donc c'est dur pour nous, on va pas se mentir, parce que du coup, il n'y a que notre voix. Je pense qu'on l'entend à ma voix, en tout cas, qu'elle est un peu fatiguée, parce qu'à force de crier Roberto Zucco au Théâtre du Girasol à 22h30 sur les places, alors qu'en plus, il faut jouer tous les soirs, c'est très épuisant. Alors après, on va le faire parce que c'est comme ça, mais je trouve ça un peu dommage aujourd'hui que le festival ne garde pas sa lumière et sa fête, surtout quand les gens et les festivaliers en sont heureux. Alors je crois que je comprends très dur pour les locaux à un endroit, mais en tout cas, on essaye de se faire entendre maintenant un peu autrement, en trouvant des petites solutions, et on se rabat aussi un peu sur le tractage. Et puis, on fera du bruit quoi qu'il arrive. On ne nous taira pas. Hein. Mais bon, comme on dit à Avignon, le bouche à oreille fait son effet. Et à mon avis, je pense qu'il y aura comme la déferlante quand on arrive dans la salle avec cette musique, déjà cette ambiance là qui nous emporte. Je pense que le bouche à oreille va emporter toute la population là, qui est là pour le festival. Je ne fais pas de soucis pour vous. On va finir avec une dernière question. Je vais demander à Laurence de ne pas répondre. Non, justement, de ne pas répondre, parce qu'on va faire un portrait sensible. Voilà, on va finir cet entretien et puis on va en faire un juste avec Laurence. Et comme ça, elle aura le temps de réfléchir un petit peu. Alors, je termine toujours les entretiens comme ça. Ça vient d'un film qui s'appelle La Note bleue, qui a été réalisé par un autre. On parlait de Krzysztof Kieślowski. Là, c'est Andrzej Jouawski qui a fait un film qui s'appelle La Note bleue. C'est le dernier jour entre Frédéric Chopin et Georges Sand. Et Georges Sand était interprété par une femme merveilleuse qui s'appelait Marie-France Pizier. Voilà, une femme qui était droite et qui se dressait. Et lors de cette dernière journée, là où ils vont se séparer, il y a Georges Sand qui dit « Quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien ». Axel, toi, comment tu traverses ces moments comme ça de vie, là, de flottement? De flottement? Ouais, par rapport à la phrase qu'elle a Ouais, quand le ciel est vide et que ça fait mal et qu'on comprend plus rien à rien. Comment je trace? C'est une bonne question, ça. Hein. Quand on comprend plus à rien, je pense qu'on laisse de la place pour trouver. Parce que c'est en ne comprenant plus à rien, en étant perdu, qu'on peut essayer de trouver. Le plus important, c'est pas de savoir, c'est d'y croire, je pense. Ça, c'est une phrase que mon papa me disait tout le temps. Il s'appelle comment ton papa? Mon papa? Ouais, son prénom. Martin. Martin, d'accord. Ouais, Martin. Ouais. Et il disait tout le temps ça. Il disait c'est pas intéressant de savoir les choses. Le plus important, c'est d'y croire. C'est le plus excitant d'y croire. Savoir, tu sais, et c'est fini. Mais d'y croire, tu sais pas, et c'est ça qui est excitant. Du coup, quand je pense que je ne sais pas à quelle couleur le ciel il a, j'ai la place d'y croire. Et moi, ça me fait du bien d'aujourd'hui d'y croire à des choses. Voilà. Suzanne. Non, moi en vrai, je sais un peu quoi répondre.
Je pense que ces moments-là, je les vis très toute seule. Enfin, ils surgissent beaucoup quand je me retrouve toute seule et que je me sens très seule. Et quand je me sens très seule, j'écris une chanson. J'écris. Alors je me mets à mon tu piano. composes. Ah, et piano, d'accord, Je fais piano. du piano et je D'accord. chante un peu et j'écris des textes. Et souvent, c'est un peu triste du coup. Mes chansons, elles sont un peu tristounes. Pas mal de colère dedans aussi. Mais je crois que ça me fait plaisir quand je les réentends de voir que j'ai des petites réponses ou que ça a juste guéri un petit endroit. Voilà, mais c'est vrai que ces moments-là, ils sont difficiles parce que personnellement, j'ai du mal à les partager. C'est ma petite souffrance, ma petite solitude à moi. Mais je crois que la musique, ça me fait du bien à cet endroit-là. Rose. Je vais essayer de répondre aussi justement que mes camarades. Bah ouais, moi, quand tu as dit la phrase, ça m'a quand même tout de suite fait penser à l'état un peu du monde aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'est venu. Je trouve que le ciel est bien vide et on a bien du mal à comprendre ce qui est en train de nous arriver. Et le petit microcosme du Festival d'Avignon nous fait égoïstement, je pense, beaucoup de bien. On vit dans un petit microcosme entouré de joie, de théâtre, où on vient se battre pour parler de sujets, alors que je pense qu'il nous suffit de tourner les yeux vers notre smartphone pour nous rappeler que le monde à côté de nous est en train de se vider de plus en plus. Donc moi, ça me fait juste penser à être vraiment dans une extrême gratitude d'être là, entouré des miens, entouré de gens qui vont bien pour la plupart. On a un comédien, je me permets de le dire, dont le frère a été emprisonné en Algérie, Oui, Christophe Glaise, qui nous ramène injustement à 7 ans de prison pour apologie du terrorisme alors qu'il est journaliste sportif. C'est donc le frère de Maxime Glaise qui interprète le frère, qui nous ramène tous les jours à cette réalité, en tout cas dans notre troupe à nous, Oui, dans parce que notre tu les laisses collectif. à la fin Ouais, lors des applaudissements. Exactement. Enfin, Donc voilà, nous, c'est vrai qu'on est un peu ramené à la réalité du monde aujourd'hui. Évidemment, il se passe 1000 autres choses malheureusement dans le monde. Notre réalité à nous, c'est celle-là, la réalité en tout cas de Maxime. Donc je me permets de dire qu'il y a un rassemblement le 16 juillet à 10h30 pour son frère, puis une marche qui partira du Jardin Carmel et qui ira jusqu'au Palais des Papes, qui a une page Instagram aussi qui s'appelle #FreeGlaise. Et voilà, donc on est dans la gratitude d'être là, entouré des nôtres à faire juste du théâtre. Moi, je suis dans ces moments-là très reconnaissante de ma chance. Bon, allons finir avec ce mot gratitude. Et moi, je vais vous dire aussi gratitude pour avoir eu la chance d'avoir déjà eu déjà un beau 14 juillet en 2018 avec toutes ces lumières là, et tous ces bruits là. Enfin voilà, ces étincelles comme ça dans le ciel, et puis d'un nouveau d'avoir dans une autre forme, voilà, à nouveau le cœur qui aussi fait des étincelles et rempli de jolies couleurs, mais des fois sombres aussi, peu importe, en tout cas d'avoir été traversé, en tout cas voilà, de me m'être senti vivant grâce à toute l'équipe là, voilà quoi, et aux musiciens. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. À J'espère bientôt. que ça va continuer cette aventure de Roberto Zucco. Revelation, a thunder on your name, only chance of medication from harbor's heavy chains. Oh, free your inspiration. There's no time left to blame. No, your lack of education, the hunger and the shame. So trust your dedication, the sparkle in your brain, oh, ready for perspiration, the spur the nights away. Farewell,
on earth without elation, among those selling love for fame. So go back wherever you came from, echoes of waves calling for your name. Of sea Love waters, farewell, farewell. I wanna roll with On South Seas. Farewell, farewell. I drown this water to Love waters. Farewell, farewell. I'll die with you, my On true. South Seas. Ehi, C'est test, test, test. Tu m'entends? Si, comment on dit Si, certo. Si, certo. Voilà. Bon, alors j'ai beaucoup de chance parce que je me retrouve là pour. C'est un peu de toute façon, ce sera dans le même podcast parce que hier j'ai eu la chance de rencontrer l'équipe de Roberto Zucco. Dans la famille Roberto Zucco, il y avait la metteuse en scène, il y avait Roberto Zucco, il y avait la gamine et il y avait la mère.
Donc c'est pas mal. Et surtout, je me suis dit, après, en rentrant chez moi le soir, je me suis dit, mais ce serait quand même pas mal d'associer à ce podcast, puisque vous faites partie de l'équipe vous faites partie du projet, et surtout dès que la pièce commence, puisque je l'avais vue en 2018, et on en parlait tout à l'heure, vous aussi vous l'aviez vu, donc c'est quand même assez incroyable cette histoire de vie, mais vous allez me raconter tout ça, comment les étoiles se percutent, les planètes se percutent à travers le temps, quoi. Donc c'était en 2018 qu'on l'avait découvert, et dans cette création-là, le début de la pièce se passait à l'extérieur, et puis on rentrait dans la salle, mais il n'y avait pas de musique, ou il y avait peut-être une musique, mais qui était enregistrée certainement à l'époque. Mais là, on est rentré dans la salle directement, donc pas d'événement extérieur. Et on commence tout de suite, on est accueilli par 2 musiciens qui sont sur le plateau. Et on se trouve accueilli avec une violoncelliste, mais avec un violoncelle électrique, et un guitariste. Alors, qui êtes-vous ? Alors nous on est Bivio. Alors, et peut-être c'est plus facile. Alors Bivio c'est un mot italien qui veut dire bifurcation. D'accord. Ou carrefour, c'est l'endroit où se retrouvent les routes. D'accord. Ça s'écrit Beivio, donc c'est un mot italien. Pourquoi italien ? Parce que Natalia, à ma droite, est romana, una bella ragazza italiana. Et on s'est rencontrés à Paris il y a quelques années. Après quoi, on est allé vivre en ce moment via Rome et on a monté un groupe de musique là-bas. Et Roberto Zucco, comment on s'est retrouvé dans ce projet ? Ouais, c'est 2018, donc c'est-à-dire en 2018 vous jouiez ici Alors, ou 2018, absolument, on jouait, on était venu ici pour... Mais alors attends, ça va un peu vite. Avec Natalia, ouais, voilà. Buonasera. Buonasera a tutti quanti. Qu'est-ce que c'est extraordinaire. Elle le fait mieux que moi. Ouais, oui, mais bon, il a quand même très bien appris l'italien, il ne faut pas se mentir. Ouais, je reviens de Sicile en plus, donc c'est pareil. Ouais. Mais j'étais à Taormina. Ah, c'est Ouais. très très beau, Taormina. Donc du coup, alors, soyons un peu plus précis. Ton prénom c'est Martin. Martin nous a dit que vous êtes rencontrés, mais déjà comment vous rencontrez ? C'est comme pas banal comme histoire. Toi tu es italienne, tu viens de Rome, c'est ça ? Moi je viens de Rome, mais j'ai fait mes études à l'école française. D'accord. Ce qui m'a amené... Pourquoi ce goût de la langue française ? C'est mes parents. Est-ce que c'est Alain Delon qui t'a donné ce goût Pas du tout. Non, parce qu'il est très. J'avais vu une émission sur un reportage sur lui il y a pas très longtemps, il y a 5-6 ans. Il était revenu. Il a tourné avec Antonioni. Il a tourné avec les plus grands metteurs en scène italiens. Et je ne sais plus, 50 ans après, mais il était dans les rues et les femmes le reconnaissaient. C'était encore l'image forte de. Il avait laissé une empreinte du cinéma italien. Il était dedans, donc il baignait dedans. Mais toi, c'est pas Alain Delon, donc c'est quoi cette langue ? C'est tes parents alors ? C'est mes parents qui ne sont pas c'est quoi français. leur prénom ? Le prénom de mes parents, c'est Nadia et Luis. D'accord. Et ils sont italiens et argentins, donc rien à voir avec la France. Incroyable ça. Mais mon père avait vécu à Paris dans les années 50. Ma mère a toujours adoré la culture et la langue française, ce qui les a portés à vouloir me faire un cadeau. Et du coup, de m'apprendre cette langue à travers l'école que j'ai appris. Donc dans l'enfance, on parlait italien à la maison. On parlait, je veux dire, français à la maison. Pas du tout. Non, c'était une ils langue t'envoyaient à l'école. Je parlais exclusivement à l'école. Je rentrais à la maison, j'ai toujours parlé italien. D'accord. Ce qui fait que quand j'ai déménagé à Paris et que j'ai rencontré Martin, en fait, j'ai dû réapprendre une langue parce que tout ça, le verlan, les expressions de la rue, je connaissais pas du tout. J'avais parlé le français qu'avec mes professeurs. Donc c'était quand même assez particulier pour moi de déménager à Paris. À la base, je suis allée pour mes études. Et vous vous en rencontrez comment alors ? On avait des copains en commun. Et c'est sur Paris alors vous êtes rencontrés alors ? Oui, c'est sur Paris. Martin avait déjà un groupe de musique, moi je chantais mais j'avais pas de groupe. Mais tu jouais du violoncelle ? J'avais commencé quand j'étais toute jeune, j'ai complètement arrêté et j'ai repris le violoncelle quand j'ai rencontré Martin. Parce que je lui ai dit, j'ai un instrument dans ma housse que j'ouvre pas depuis des années. Quand il a découvert ça, il m'a dit il faut absolument le ressortir. C'est un instrument, il faut dire sa taille, c'est comme un instrument qui est assez conséquent. C'est pas un piano, mais c'est pas une flûte non plus. Oui, c'est un violoncelle. C'est un violoncelle et là je joue pour le coup du violoncelle électrique. Depuis quelques années, depuis qu'on a monté le groupe. C'est plus facile pour se déplacer. Pour se déplacer et aussi pour une question de son.
c'est qu'un violoncelle classique n'est pas du tout fait pour être amplifié. Donc on avait pas mal de galères sur scène pour avoir un bon son et pour avoir. Donc quelle année vous vous rencontrez alors? Ça c'est en 2016. En 2016 on s'est rencontrés, oui. 2 ans avant Roberto Zucco. Alors comment vous vous retrouvez à être, je ne sais plus le nom du lieu où c'était en 2018, c'était à la Fabrique, ouais. Oui, je crois que c'était à la Fabrique. Alors Eh ben, on avait une amie qui vivait dans les parages d'Avignon et on s'est dit c'est un festival qui a l'air quand même bien sympa, on va aller jeter un coup d'œil. Et on en a profité pour aller jouer dans la rue. Et alors que Roberto Zucco était en train de parader comme des petits diables tous les jours dans les villes d'Avignon et que nous on était en train de jouer avec notre petite amplification, on s'est dit les amis, pourquoi est-ce qu'on ferait pas quelque chose ensemble? Parce que bien évidemment on avait des connaissances en commun, on était allé voir leur spectacle et tout. Et en fait, du coup, on a commencé à parader ensemble. Alors que eux paradaient avec leur échelle et comme ils font d'habitude. Nous, on jouait notre répertoire à côté d'eux. Et en fait, c'est comme ça qu'est née l'intention de collaborer ensuite ensemble. Ouais, alors tu demandais, tu me dis mais merci de me proposer une interview, mais encore une fois, vous êtes complètement imbriqués. C'est pas de la musique rajoutée, on est vraiment pris dès le départ. Enfin, le fait, on va pas se mentir, le fait que tu sois italienne et que ça chante en italien et que la langue est aussi italienne, ce n'est pas un hasard, est très présente avec l'acteur Axel, j'oublie son nom, Grand-Berger, Axel Grand-Berger, qui est fascinant, enfin, qui est incroyable, et qui parle italien, on l'entend pas. Alors c'est savoureux de l'entendre parler italien, bien évidemment, quoi, qui est de la présence de l'Italie. Et dès qu'on arrive, on est happé par, on est enveloppé, quoi. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui a fasciné la metteuse en scène, Rose Noël, quand elle nous a rencontrés, qui est par moitié calabraise et qui avait déjà monté cette pièce, qui a un lien très fort avec l'Italie. Ses grands-parents sont calabrais. Et quand elle nous a entendus chanter en italien, je pense que c'est ça aussi qui a fait une connexion très forte dans sa tête pour qu'elle se dise « Ok, c'est les bons musiciens, si je rajoute de la musique pour ce spectacle, il faut que ça rapporte cet univers de l'Italie. » Et c'est ce qu'on a développé de plus en plus. Natalia, est-ce que quand tu étais petite, est-ce qu'on te chantait une comptine avant de dormir? Oui, mais des comptines en français. Ah, en français? Surtout, non, en italien aussi, mais surtout j'écoutais des comptines en français. C'était ma mère qui me faisait écouter ça. D'accord, incroyable. Madeleine Jobert. Alors, toi, ton goût pour la musique, comment ça vient? Ton prénom c'est Martin. Moi, mon goût pour la musique, comment ça vient, ouais. Ma mère m'a raconté que quand j'avais 3 ans, je lui ai demandé de ma propre initiative de m'inscrire au conservatoire. D'accord. Parce que je voulais jouer du saxophone. Ouais, donc je suis allé voir le professeur de saxophone. Il m'a dit « Non, mon grand, tu as les doigts trop petits. Fais-toi 1 an de clarinette. » Donc j'ai dû me taper 1 an de clarinette. Après, je me suis mis au saxophone, ensuite à la guitare. Je croyais que tu allais me dire je me suis fait opérer les doigts pour avoir les doigts plus longs. Non. T'imagines? Non, il fallait juste attendre une petite année. Donc j'ai souffert la clarinette pendant 1 an. Après, j'ai fait du saxophone pendant 5 ans. Et après, j'ai découvert la guitare électrique et le rock'n'roll. Le rock'n'roll. Donc toujours au conservatoire. Tu viens d'où, Martin, toi? Moi, je viens d'Essonne, dans le 91. 9-1. 9-1. Ok. D'accord. Bon, donc cette rencontre. Alors, plus spécifiquement pour ce projet, donc vous m'avez dit hors micro qu'il y avait des compositions originales et puis des reprises. Alors l'avantage c'est que vous connaissiez le projet depuis de nombreuses années. Donc au niveau de la création, de ces créations de morceaux originaux, comment on s'immerge et comment on laisse sortir? Parce que forcément, on voit bien que moi, je comprends pas l'italien, mais on sent qu'il y a tout de suite, il y a une fièvre, il y a une fureur, c'est passionné. Alors comment on en vient à composer ces morceaux? Parce que c'est chanté, donc il faut écrire des textes. Enfin, voilà, c'est ces mots là, comme ça, là, qui viennent. C'était très amusant parce que début de cette collaboration, nous étions encore en Italie. Et du coup, on a commencé à composer des morceaux, à faire des propositions à distance. Donc en faisant dans la salle de répète, en envoyant des petits mémos vocaux à la metteuse en scène. Et elle avait quelques propositions. Par exemple, elle a eu l'idée de prendre le texte de Coltès, de le traduire en italien pour pouvoir insérer des moments musicaux de la pièce, donc écrite, faite en musique.
D'accord. Avec les mots de Coltès ou pas quand avec tu chantes avec les mots de Coltès, mais traduits en italien. D'accord, Natalia. C'est seulement ce qui se passe sur le moment Parce où que c'est on toi joue qui du chantes. tambour. Tu ne chantes pas, hein, Martin, que je me souvienne. Je sais plus. Si tu chantes aussi. Il chante D'accord. un peu moins, mais oui. Ouais, mais j'étais subjugué par Natalia. J'ai complètement oublié Martin dans l'obscurité, seul avec sa guitare. On voyait juste le manche de la guitare. J'ai rien vu d'autre. Ouais. Alors Natalia. Si tu veux les morceaux du début, le premier morceau c'est un single qu'on a composé déjà il y a quelques années et qu'on avait sorti avec le groupe. Et qui alors il s'appelle comment ce Il single s'appelle Aurore. Aurore, d'accord. Et en italien? Non, il est en français. Ah, il est en français. Celui-là, il est en français. Le premier morceau est en français. Parce que c'est encore une fois, on se laisse. Vous n'êtes pas juste. Souvent, ça arrive des fois dans les spectacles. Bon, alors il y a de la musique, il y a du théâtre. Enfin, tout ça est un peu éloigné. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas comme un cercle là, mais là vous êtes vraiment dans un cercle et d'autant plus dans un cercle que dès le début de la pièce c'est assez fort parce qu'il reste quelques spectateurs, on n'explique pas trop bien s'il faut aller s'asseoir ou pas. Et donc le début de la pièce en fait il y a encore quelques spectateurs qui sont sur la scène, vous êtes déjà en train de jouer, on rentre, vous jouez déjà. Et puis surtout ce qui est déterminant c'est on voit la rencontre entre la gamine qui danse sur le plateau et puis Roberto Zucco qui commence à arriver, de la séduction et ils se tournent l'un autour de l'autre et avec vous qui êtes présent quoi, et qui va nous emporter tout le long de la pièce. Ouais. Oui, mais c'est ça c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé ensemble, c'est de chercher à créer cette ambiance très forte, très envoûtante et passionnée au début pour que les spectateurs aient vraiment l'impression de rentrer dans un bar, dans un concert et puis de casser complètement cette ambiance avec le début du spectacle et pour qu'il y ait un très très fort contraste. Et en même temps, on est quand même déjà dans l'univers de Roberto Zucco. On est dans la Petite Chicago, c'est le quartier où plein de choses vont se passer. C'est intéressant, tout au long du spectacle. Natalia. Est-ce que Petit Chicago, est-ce qu'à Rome, il y a des lieux qui pourraient être semblables à celui qui est décrit par Bernard-Marie Coltès? À Rome, je sais pas, je pense pas spécialement, mais dans le sud de l'Italie, il y a plein d'endroits qui pourraient ressembler à une petite Chicago. D'accord, que toi tu as vu de tes yeux ou tu penses? Non, mais je pense que c'est plus un symbole d'un quartier, un peu quartier à luci rosse, quartier rouge, ou voilà, de la malavita. Qu'est-ce que c'est de chanter en italien quand on n'est pas dans son pays? Ah ben moi je trouve ça génial parce que ça fait ramener quelque chose de mon passé, de ma culture, de mon histoire à l'intérieur d'un contexte qui n'est pas forcément celui où voilà, on s'y attend. Et la même chose pour Martin, qu'est-ce que c'est que d'être en France et d'avoir la musique italienne comme ça maintenant qui coule dans les veines, Martin? C'est génial parce que j'ai l'impression de porter avec moi un bout d'histoire. Combien de chanteurs français chantent en français en France? Combien d'Italiens le chantent en Italie? C'est toujours super sympa quand on arrive à mélanger un peu tout ça. Moi, je ramène une part de mon histoire. Avec Natalia, on a aussi une histoire d'amour. On vit ensemble à Rome depuis 6 ans maintenant. Et je trouve ça super qu'on puisse sortir un peu de l'Italie et partager notre histoire au monde. Est-ce que vous voyagez beaucoup avec le groupe? Comment ça se passe? Est-ce que vous voyagez beaucoup? Vous arrivez à voyager un petit peu? Comment ça se passe en dehors de l'Italie, la France? Cette année, on bouge beaucoup et là, on est à Avignon. Après, on va en Écosse pour le Festival Fringe d'Édimbourg. Incroyable. Et après, c'est long été. Je pense qu'on va prendre 2 semaines de vacances en Sicile, bien mérité. Avant, on était en France pour enregistrer un disque avec d'un ami. Ouais, on bouge pas mal. Ouais. D'accord, votre projet à vous, alors les trois compositions pour ce projet-là, c'est ça? Non, il y en a plus. En fait, c'est pas compliqué. Est-ce qu'il existe on tape Deezer ou Bien sûr. Et on retrouve ces morceaux-là? Pas tous. Alors, à l'intérieur du spectacle, il y a des morceaux que la metteuse en scène voulait déjà. Très bien. Qu'avant qu'on rentre dans le projet, elle avait déjà sélectionné, elle est passée en version enregistrée. Donc, elle nous a demandé de les interpréter. Par exemple, Dalida, Maria Callas. Ensuite, il y a pendant le concert d'introduction, il y a des compositions qui sont à nous, des vieux morceaux qu'on a sortis il y a quelques années déjà. Et ensuite, on a composé pour l'occasion une bande-son originale. C'est-à-dire qu'il y a plein de morceaux qui n'existaient pas avant. C'est surtout la partie musicale sans la voix à l'intérieur du spectacle
qui est vraiment de la création sonore. En fait, on a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait aucun son qui sorte de régie. Donc tout l'espace sonore de la pièce, c'est vous quoi. C'est nous. Ouais, que ce incroyable. soit un petit bruit, que ce soit une ambiance. C'est bien que tu le précises parce que vraiment, encore une fois, c'est intéressant qu'il y ait un gros travail et que vous êtes mêlés complètement à ça et depuis une longue histoire. Donc c'est vraiment infusé en vous. Quel est le morceau qui t'émeut le plus quand tu chantes pendant le spectacle quoi? Que j'aime le plus. Que t'aimes le plus, ouais. J'aime beaucoup le morceau de fin. Alors c'est un instrumental ou c'est chanté? C'est un morceau chanté de Maria Callas. D'accord. Alors tu chantes en italien? Je chante en italien. Alors vous devez savoir que Maria Callas c'est quand même une chanteuse lyrique très très importante avec une voix très puissante et très très voilà. Et l'enjeu, justement, tout l'enjeu de mon interprétation, c'est de casser complètement cette voix puissante et de la chanter avec vraiment un fil de voix, et ce qui n'était pas très, très facile au début. Et déjà pour l'image de cette chanson quand même, mais on a trouvé que ça accompagnait très très bien la fin du spectacle, et c'est ça que je trouve quand même génial de travailler sur le théâtre avec la musique, c'est que on raconte quelque chose, la musique elle est vraiment au service d'une histoire, d'une scène, d'un personnage, et c'est pas forcément une performance de la voix, et que c'est un jeu d'équilibre entre tous les comédiens et la musique qui doit les accompagner, et du coup je trouve que le travail est très très différent, et c'est pas forcément là où on pense être le plus assuré que ça va toucher le bon endroit. Et voilà, ça je trouve ça très intéressant quand même dans le théâtre. Bon, je vais vous poser une dernière question. C'est une question que je pose à tous mes invités du podcast. C'est une phrase qui est tirée d'un film qui s'appelle La Note Bleue, d'un réalisateur polonais qui s'appelle Andrzej Zulawski, qui a vécu 17 ans avec Sophie Marceau. Ça, c'est une anecdote. C'est le dernier jour de Frédéric Chopin et de George Sand. Et dans cette journée-là, il fait dire à George Sand: quand le ciel est vide et que ça m'a fait mal et que je comprends plus rien à rien. Natalia, Martin, comment vous traversez ces états-là de bourrasque intérieure, comment on traverse ça Quand on est un peu perdu dans sa vie? Ouais, quand le ciel est vide et que ça fait mal et qu'on comprend plus rien. On se met à écrire, on se met à composer, on essaie de prendre un moment pour réfléchir, à comprendre qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui nous manque pour trouver le bonheur. Et puis on y travaille tout simplement. Chaque jour, ça nous rapproche un peu plus de notre idéal. Donc bien souvent, quand on se retrouve un peu perdu, la seule chose à faire, c'est de se ressourcer et de comprendre comment s'expandre au mieux, je pense. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Quand je suis très triste, je me mets à composer, quoi. Natalia, réponds en italien. Tant pis s'il y en a quelques-uns qui comprendront, d'autres pas, c'est pas grave, quoi. En italien. No, io penso che quello che ci salva è esprimerci attraverso quello che sappiamo fare meglio. Nel mio caso è cantare, e quindi è un modo di espiare tutte le tristezze e i dolori dell'anima, e stare insieme, fare quello che amiamo insieme, ed è l'unico antidoto alla tristezza e al dolore del mondo. Molto bene. Merci beaucoup Natalia et Martin. Merci à toi. Du groupe, redis le nom du groupe. Merci, notre groupe c'est Bivio, BIVIO. Voilà. Sur Instagram, Bivio Music. D'accord, super. Merci beaucoup, et puis plein de belles choses pour c'est encore ces jours avignonnais. Il y a peut-être encore 20 dates, je sais plus, ou 15 dates en tout cas, mais ça va être quel spectacle. Je voulais retourner ce soir, il n'y a plus de place malheureusement, mais en tout cas bien heureux les personnes qui vont rentrer dans la salle et découvrir votre musique et votre univers. Donc encore une fois, merci beaucoup. Merci Fabien, à bientôt. Et peut-être à Rome la prochaine fois.
it's time to know. Whoa, what's like to face the time with the highs and lows. My eyes are staring at the shore when I should cross that invisible door. Whoa, and learn to sail with the dark side of my soul. Vous avez pu entendre 3 titres du groupe Bivio. En introduction, c'était Bodigo. Vous avez aussi Martin Eden. Et le dernier était Shell of Fears. Prise de son, de l'entretien, des cigales et du plongeon dans la piscine Melvillers-Belay. Entretien des artistes Fabien Eck. Musique Adrien Desarrojo. Création visuelle Stéphane Perrault. Photo visuelle Philippe Lévy. Que la Rébelle vous dit bonjour et bonsoir et vous dit à bientôt puisqu'un portrait sensible spécialement avec l'actrice Laurence Côte sera disponible très bientôt.